Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. À la une de la sortie de ce samedi matin, la Foire de Lyon qui présente son programme 2018. Plusieurs changements ont été orchestrés par l'organisation de deux univers dont seront désormais distincts. D'un côté, maison, un autre shopping, de nouvelles animations verront donc également le jour avec, entre autres, le bar Apus, un bar dont il est possible donc de racheter les tables et des chaises présentes. Pour nous accompagner ce matin, elle nous vient de l'ONG Entrepreneurs du Monde. Elle s'appelle Armelle Renaudin. Bonjour Armelle. Bonjour Noël, bonjour les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est également partagé. Notre plaisir serait également de découvrir ce que font les Vaudais, ce que font les Lyonnais à la découverte donc, de ceux qui sont les plus démunis. Entrepreneurs du Monde qui, en une phrase, c'est cette structure qui vient en aide aux plus démunis, leur permettant d'être autonomes et d'améliorer leur vie quotidienne. C'est bien cela? C'est cela, oui. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. La liaison A89 A6 ouvre donc finalement ce samedi matin après 22 mois. Ce chantier donc, la liaison autoroutière donc entre l'A89 et A6 ouvrira ce jour. Les habitants donc, du nord-ouest lyonnais vont certainement pousser un ouf de soulagement ce samedi matin alors que son ouverture initialement annoncée pour la mi-février avait été retardée. Cette liaison stratégique actuellement accueille donc ses premiers usagers ce samedi. Donc ce sont des exigences techniques du ministère des Transports qui avait contraint l'APRR, le concessionnaire donc, du tronçon, à repousser son ouverture. Les 5,5 km d'asphalte qui relie l'A6 à hauteur de Limonest à l'A89, la tour de Salvigny, ont été inaugurés donc hier vendredi pour l'occasion dont Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et ex-président de la métropole, dont les deux communes font partie, avaient fait le déplacement. Un titre dont je vous la présenter, elle s'appelle Armelle Renaudin. Elle est responsable de communication dans l'ONG Entrepreneurs du Monde. Cette ONG donc qui vient en aide à ceux qui sont les plus démunis, leur permettant de pouvoir améliorer leur vie quotidienne et aussi à atteindre une certaine autonomie. Dites-nous, elle existe depuis combien de temps votre ONG? Elle existe depuis 20 ans et notre siège est à Vaux-en-Velin. Donc vous êtes des Vaudais. Voilà. Bien. Elle compte aujourd'hui combien de salariés? Alors sur le terrain, il y a à peu près 800 personnes et en France, on est une vingtaine. Une vingtaine de salariés en France. Mm-hmm. Et comment est née cette structure? Alors nous avons fondé cette ONG avec mon mari il y a une vingtaine d'années après avoir travaillé dans une autre association qui nous a bien formés. Nous avons vécu 4 ans en Haïti et 3 ans aux Philippines avec nos enfants et avec des collègues qui nous ont transmis des bonnes pratiques. Et au milieu de population... Les bonnes pratiques, lesquelles? On va trop vite, là. Faut d'abord que je vous dise un peu ce qu'on fait. Je reconnais, allez-y. Voilà. Et donc, moi, j'ai vécu dans le fin fond de la brousse avec mes petits, dans les mêmes conditions que les gens qui vivaient sur place. Enfin, la brousse, dans un village très isolé, sans eau, sans électricité. Pour moi, c'est la petite Bretonne. C'était quand même un plongeon dans l'inconnu. J'avais 25 ans. Et j'ai découvert, en fait, que avec mes voisines auprès de qui j'ai beaucoup appris, même si on n'avait pas eu les mêmes fées au-dessus de nos berceaux, on était très connectés par le cœur et par les rêves qu'on formait pour nos enfants. Que c'était facile d'être vraiment sur la même longueur d'onde et et de changer le monde à notre manière, à notre échelle, ensemble. À un moment donné, je serais obligé de vous couper à tout moment parce qu'effectivement, les histoires on va dire, des membres d'Entrepreneurs du Monde sont assez intéressantes. C'est l'une des raisons pour laquelle vous êtes là ce matin, pour comprendre comment quelqu'un qui laisse son confort ici en France se retrouve dans de telles circonstances. Qu'est-ce qui vous pousse à aller si loin et vivre dans des situations comme celle-là? Comment j'ai été amenée à ça? Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu familial à la fois constructif, je ne sais pas si le terme existe, et ouvert sur l'extérieur.
avec cette mentalité qu'on appelle aujourd'hui la mentalité du colibri, chacun fait sa part. Et voilà, donc naturellement, moi j'ai eu la chance de faire de bonnes études, mais dès le début, dans l'optique de mettre au profit des plus démunis ce que j'allais apprendre pendant mes études. C'était un projet que j'ai vraiment mûri depuis l'âge de 15 ans. Projet mûri depuis votre adolescence, et donc un jour vous décidez de partir vivre dans des conditions de vie qui ne sont pas celles qu'on retrouve là dans votre milieu habituel. C'est vrai, alors j'avais déjà fait un premier break parce qu'après nos études, mon mari et moi, on a essayé de partir en Afrique et on nous avait proposé des jobs de prof et on sortait d'une école de commerce et on s'est dit non, prof, on ne sait pas faire, on n'a aucune pertinence dans ce métier-là, donc on va attendre, on va se former dans des entreprises en France, apprendre le management, la gestion de projet et on retournera, on prendra à bras-le-corps ce projet plus tard. Et donc au bout de 3 ans, quand on a eu notre premier enfant, on a déjà fait un premier saut. Vous savez, on était des jeunes cadres dynamiques, on a tout quitté, on était en Alsace et on est parti à Paris pour travailler pour une toute petite association dont on devenait le premier membre salarié pour mon mari et moi bénévole à plein temps. Mais au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que le fondateur partait un peu dans tous les sens et tenait pas trop au courant ses donateurs de ces changements de direction. Et donc, on a alerté le conseil d'administration et le conseil d'administration a dit « mais non, il faut lui faire confiance et tout ». Alors, on dit « ok, mais il faut informer les donateurs ». Ça n'a pas été le cas. Du coup, on a quitté cette association au bout de 6 mois. Donc, on n'avait plus de job, on avait un enfant. Et heureusement, on est arrivé sur la route de Intérêt d'une super ONG très bien gérée, très transparente. Et donc, deuxième saut, là, on est parti en Haïti. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on a fait notre première expérience terrain vraiment, vraiment très forte et très constructive. Je rappelle à ceux et celles qui prennent notre image que maintenant que nous recevons ce matin Armelle Renaudin, qui est la responsable de communication de l'ONG Entrepreneurs du Monde. Elle nous parlera, nous allons découvrir cette ONG tout au long de cette émission parce que c'est fort intéressant. Aujourd'hui, il y a environ une 20aine de membres ici à Lyon et dans le monde, c'est environ combien? 800. 800. Et de ces 800, comment cela est organisé? Alors, on est dans une dizaine de pays et à chaque fois qu'on arrive dans un pays, on crée une équipe locale. Donc on a un expatrié, mais qui va tout de suite rassembler des forces vives du pays et ensemble ils vont construire une institution de microfinance ou une entreprise d'accès à l'énergie, une entreprise sociale, au plus près des bénéficiaires, en partenariat avec des gens qui agissent déjà auprès de ces populations. Donc soit dans les quartiers périphériques des mégapoles, des capitales, soit en milieu rural, dans des villages isolés. Et donc, cette personne-là qui part de la France, on va dire, d'accord, qui arrive dans un pays, on va dire, du Sud, majoritairement, dans le Sud, et qui va organiser, tout s'organisera autour de lui. Quelles sont les compétences qu'ont vos membres quand ils vont là-bas? Alors, ce sont souvent des gens qui ont déjà eu une expérience dans une autre entreprise, dans une autre association, pardon, ou en entreprise, et qui ont des compétences d'adaptation d'abord et une solide formation de gestion et de management. Merci Armelle, on vous retrouve dans quelques instants. 7 jours à Lyon. Le salon de la mode vintage, c'est ce week-end à Lyon. Donc depuis 2012, c'est le rendez-vous annuel des amoureux du vintage. Donc pour la 7e édition du salon Lyon Vintage, les exposants réinvestissent donc le double mix à Villeurbanne, étalé donc sur 2200 mètres carrés. Ils seront plus de 80 exposants venus de 4 coins de la France à ramener donc leur univers vintage. Et il y en aura pour tous les goûts, avec de la friperie bien sûr, mais sur aussi du mobilier, de la déco ou encore des accessoires côté tendance. Les produits seront issus des années 20 aux années 80. Dans l'actualité également, c'est le personnel des urgences de Lyon Sud et Édouard Herriot qui ne baissent pas les bras alors qu'ils entament leur 2e mois de grève. Les agents hospitaliers prévoient de sensibiliser le grand public sur leur mouvement ce samedi à partir de 16h rue de la République. Les soignants joueront donc le rôle de patients allongés au sol tandis qu'un autre agent sera au centre pour, je cite, parler
et dénoncer les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Fin de citation. Ces dîners sont donc dans l'attente d'un nouveau rendez-vous avec la direction générale des hospices civils de Lyon. Ils ont pour l'instant obtenu la mise en place d'un brancardier la nuit à se partager entre les pavillons A et N à l'hôpital Édouard Herriot et d'une couverture sur la journée sur les 2 pavillons, pas suffisant selon les syndicats. Nous retrouvons donc Armelle Renaudin, qui est la responsable de communication de l'ONG Entrepreneurs du Monde. Une fois de plus, merci Armelle Renaudin d'être des nôtres ce matin. Qui sont les personnes qui reçoivent donc du soutien de Entrepreneurs du Monde? Alors, nous agissons d'abord, je vais vous dire où nous agissons en Haïti, en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal, au Togo, au Burkina Faso, en Guinée, et en Asie du Sud-Est, en Birmanie, au Vietnam, au Cambodge, en Inde et aux Philippines. Donc, dans cette dizaine de pays, nous venons en appui en priorité à des personnes qui entreprennent alors qu'elles sont très pauvres et qu'elles vivent dans des quartiers difficiles. Je parle de marchandes, d'épicières, de couturières, de coiffeuses, d'artisans, des gens qui du jour au lendemain démarrent une petite activité. Par exemple, une femme va aller acheter quelques poissons un soir, les fumer tôt le matin et les vendre l'après-midi en porte-à-porte. C'est des gens qui se mettent debout, qui démarrent, mais qui très vite butent contre le manque de formation et contre le manque de capital. Et c'est là que nous intervenons. Et comment se fait, justement, là, comment se fait votre intervention? Alors, nous sommes donc au plus près de ces personnes-là, dans les quartiers où elles vivent. Nous leur demandons de s'organiser en groupe de 20 à 25. Nous les rencontrons 2 fois par mois. Avant d'avoir un premier crédit, on leur demande de venir 6 fois. Et on va les former à la gestion du groupe, à la gestion du crédit, etc. Et on va ensuite analyser leurs besoins, leur capacité de se développer, leur capacité à rembourser, à investir. Et on va leur apporter des microcrédits. Je parle vraiment de micro. La moyenne de nos crédits, c'est 250 € et on démarre avec des prêts à 15 €. Un livret d'épargne. Parfois, c'est la première fois qu'elles ont un papier d'identité, ce livret d'épargne. Et des formations, beaucoup de formations dans ces sessions bimensuelles. Comment se fait l'identification? Elles viennent à vous ou c'est vous qui allez les chercher? Alors, on recrute des animateurs qui sont issus de leur quartier et qui sont connus et qu'elles connaissent, qui font des séances de sensibilisation et comme ça démarrent très vite les premiers groupes. Parfois, on est même dans des cas particuliers. Par exemple, au Togo, on a voulu aider en priorité les personnes qui vivaient avec un handicap ou avec le VIH. Alors, on a travaillé main dans la main avec des centres de santé qui accompagnaient ces gens régulièrement. Et c'est donc dans les centres de santé que nous avons formé des premiers groupes. Et puis après, ça va très vite, vous savez, comme les voisines voient très vite les progrès des premières qui ont accédé au service, eh bien, après, on est un peu assailli de demandes et il faut plutôt organiser le développement de manière stable et prudente. Voilà. Donc, une fois que la personne est identifiée, c'est-à-dire, en fait, vous, si je comprends bien, il y a déjà une antenne locale. Bien sûr. Et comment se fait le choix d'une localité? C'est par le bouche à oreille. Et après, en fait, on n'est pas connu encore bien en France, mais sur le terrain, on est bien connu, on a une expertise reconnue même, et les gens viennent à nous. Voilà, on a des demandes et après, il faut aller voir sur place avec quelle équipe on peut travailler, qui est-ce qu'on peut rassembler autour de nous pour faire du bon boulot ensemble. Retour à nous, justement. Vous disiez tantôt qu'on n'est pas bien connu en France. Parce que vous, votre structure ne vient pas en aide à ceux qui sont en difficulté ici, sur le point de vue économique. C'est pas le cas, non? Alors, on est en train de commencer un programme dans le Rhône. C'est la première fois qu'on agit en France, qui s'adresse aux réfugiés statutaires et aux SDF pour les aider à la création de TPE, de très petites entreprises. C'est tout nouveau, ça. Quand on dit réfugiés statutaires, c'est-à-dire? Les réfugiés qui ont eu une carte d'acceptation de vivre sur le territoire.
Et ceux qui sont les réfugiés économiques? Et ceux qui ont fui leur pays parce que sur le plan économique, ça ne tient pas, ils n'arrivent pas à s'en sortir et qui sont arrivés ici? Alors, en fait, nous, on va appuyer des gens qui sont référés par d'autres organismes. Donc, c'est eux qui vont voir les personnes qui ont le plus besoin et qui sont le plus en capacité de créer une entreprise. Voilà. Donc, votre soutien, outre l'aspect économique, quel type de soutien apportez-vous? Alors, donc, je vous ai dit crédit, épargne, formation. J'ai envie de vous parler un peu des formations, je peux? Bien entendu. Alors voilà, donc les formations, elles ont certaines sont des sujets économiques, par exemple, comment bien calculer son prix de vente en évaluant bien son prix de revient, parce que figurez-vous que parfois beaucoup de ces marchandes, ces couturières, ces épicières vendent à perte parce qu'elles n'ont pas bien entré tous les coûts de transport, etc. Donc nous, on va les aider à bien calculer leur prix de revient et leur prix de vente. On va les aider aussi on va leur apprendre à gérer, espacer leurs dépenses, mettre de côté, etc. On n'a pas mélangé le budget de la famille et le budget de l'activité. On va aussi les faire monter en compétence sur l'accueil du client, la fidélisation, la diversification de l'offre pour avoir un étal attrayant. Voilà, donc ça, ce sont les volets de formation économique. Et on a aussi tout un attirail de formation beaucoup plus sociale. Par exemple, le rôle de la femme, la nécessaire priorité de la scolarisation des filles, comment éviter les mariages précoces, comment éviter les maladies sexuellement transmissibles ou bien le choléra avec des gestes simples, etc. Et puis, dans toutes ces formations, ce que je trouve très fort, c'est qu'au début, les femmes, elles sont un peu intimidées, elles n'ont pas l'habitude de prendre la parole, et au bout de 3-4 séances, elles sont vraiment là, entre elles et avec nous. Elles prennent la parole, elles échangent leurs expériences, elles se filent les bons tuyaux. Quand il y en a une qui manque, les autres se rendent compte qu'il y a un problème et donc elles vont aller la chercher, s'inquiéter pour elle, s'entraider. Et c'est toute cette insertion sociale qui est vraiment aussi au cœur de notre action. On ne fait pas du crédit pour du crédit. Le crédit, c'est la porte d'entrée, c'est un crédit pour l'activité génératrice de revenus, mais c'est un crédit qui va avec tout cet accompagnement, cette montée en confiance, en compétences, cette insertion sociale qui permet vraiment un progrès durable. Et puis après, je vous parlerai d'un autre métier en-delà de la microfinance sociale. Cela dit depuis combien de temps que vous existez? 20 ans. Depuis 20 ans. C'est nos 20 ans cette année. Et on va fêter ça notamment jeudi prochain, le 8 mars. Nous avons un concert à l'église Sainte-Élisabeth à la Croix-Rousse à 20h30 avec 2 chœurs des chants du monde. Ce sera très sympa. L'entrée est à 10 € si vous achetez votre place sur notre site et 12 € sur place. On a besoin que vous soyez là, que vous veniez faire la fête le jour de la journée des droits de la femme. 85% de nos bénéficiaires sont des femmes. C'est pas un hasard si on fait ce concert le jour le 8 mars. Voilà. Et s'il y a des hommes qui sont intéressés, ils ne peuvent pas venir. Mais si, ils sont bienvenus. Et alors, s'il y en a qui aimeraient d'ailleurs participer ou être présents à cet événement-là, comment faire? Alors, vous allez sur notre site, ou vous inscrivez sur notre page Facebook, vous allez voir donc Entrepreneurs du Monde, et vous allez voir l'événement. C'est à 20h30 à l'église Sainte-Élisabeth. Est-ce que ça se trouve où? Rue Hénon, 89 rue Hénon. C'est quel arrondissement? C'est à la Croix-Rousse, 4e, je crois, non? 4e, oui, c'est bien le 4e. Parce que le souhait, c'est de donner l'information la plus précise pour que ceux et celles qui aimeraient bien s'y rendre puissent avoir l'info. Voilà. Donc, c'est 89 rue Hénon, église Sainte-Élisabeth, 20h30, ce jeudi 8 mars. Pour s'y rendre, il faudrait, d'abord, avant d'y aller, les billets peuvent s'acquérir où? Directement sur place ou alors bien avant? Vous pouvez les acquérir depuis notre site ou sur le site Hello Asso, et sur place aussi, ce sera tout à fait possible. Amenez vos amis. C'est une façon sympa, en fait, de célébrer, de rendre hommage à ces femmes qui sont vraiment des femmes super entreprenantes, pauvres, mais pas du tout désespérées. Elles sont entreprenantes, elles refusent la fatalité de la pauvreté et franchement, elles font des progrès. J'aimerais vous donner des exemples tout à l'heure. Donc on va les célébrer ensemble. Et puis, en venant passer un bon moment, eh bien, vous contribuez au financement de notre action et on en a vraiment besoin. Donc, c'est entendu. Pour ceux et celles qui aimeraient donc soutenir Entrepreneurs du Monde, rendez-vous est pris jeudi prochain. C'est à l'église, vous avez dit église comment? Sainte-Élisabeth, 89 rue Saint-Hénon. Rue Hénon, pardon. Dans le 4e. 7 jours
à Lyon. Nous allons poursuivre donc avec ces brèves et on retrouve notre invité dans quelques instants. Donc ce samedi après-midi, donc l'atmosphère s'annonce donc tendue sur la place des terreaux. Le collectif en lutte pour la fermeture du pavillon noir en local du groupe Union Défense organise donc une manifestation. Donc, le local dont en question avait ouvert le 13 janvier dernier au 73 rue Quai Pierre-Cise dans le 5e arrondissement de Lyon. Un lieu qui devait donc accueillir des Français de souche. C'est la ville de Lyon qui reçoit la quatrième fleur de son label Ville Fleurie. Donc c'est la première métropole de cette importance à réunir les 4 fleurs, la récompense donc maximum du label national pour lequel il faut remplir 60 critères. Le label Ville et Village Fleuri, créé il y a plus de 60 ans, est devenu indispensable à la majorité des communes afin de valoriser leur territoire. Ce panneau indicatif à l'entrée des villes récompense donc les actions des collectivités locales pour aménager un environnement propice à la qualité de vie des habitants. Nous retrouvons notre invité de ce matin qui est donc Armel Renaudin, responsable de communication de l'ONG Entrepreneurs du Monde. Oui, Entrepreneurs du Monde, qui s'occupe des personnes, on va dire les plus démunies dans le monde, qui les aide à mieux vivre et à devenir autonomes. C'est ça, à entreprendre et à faire en sorte qu'elles sortent avec toute leur famille de l'extrême précarité. Bien. Vous dites également que même sur le plan local, aujourd'hui, vous commencez donc à venir en aide à ceux qui sont des réfugiés statutaires, bien entendu, et à leur permettre de se prendre en main. C'est bien cela? Aussi, oui, mais c'est tout nouveau, ça. J'aimerais vous donner un exemple pour que vous compreniez à quoi ça sert, notre accompagnement. Je pense à Julita aux Philippines. Elle était femme d'ouvrier pêcheur, un journalier qui tous les jours devait trouver le travail de la journée. Et donc, il ne savait jamais de quoi serait fait le lendemain. Et Julita a poussé son mari à taper à notre porte. Et ensemble, ils ont pris un crédit pour acheter une première barque. Et comme ils ont été très sérieux, à chaque fois qu'ils ont fait du bénéfice, ils ont réinvesti, ils ont demandé notre appui aussi à long terme. Et aujourd'hui, Julita et son mari ont 5 barques et 2 bateaux un peu plus gros. Ils embauchent une vingtaine de personnes sur ces bateaux. Ils ont aussi ouvert un petit magasin d'accastillage, donc ils achètent à un prix gros des filets, des glacières, des lignes, des hameçons pour leurs collègues pêcheurs. Et ils sont vraiment sortis de l'extrême précarité. Alors c'est une belle, on dirait une success story. Et on appuie aujourd'hui 120 000 micro-entrepreneurs, donc on a plein de success stories à différents stades de réussite. Mais chaque pas en avant, pour moi, est déjà un succès. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous donner une journée type dans une localité du monde et comment cela se passe? Oui, alors nos équipes sont tous les matins sur le terrain. Elles ont un carnet de rendez-vous avec les groupes qu'elles animent. Donc elles vont aller en moto dans tel ou tel bout du quartier ou bout du village à la rencontre d'un groupe de bénéficiaires. Alors ces femmes arrivent, on prend le temps de les accueillir, on va faire un petit banc d'accueil, une petite chanson d'accueil pour briser la glace. On va démarrer les dépôts d'épargne, remboursement de crédit, et puis tout de suite après s'engage un module de formation que souvent elles ont choisi, et puis elles prennent la parole, elles s'entraident, parfois c'est émouvant, et elles ressortent boostées. Il faut voir la tête qu'elles ont quand elles ressortent d'une réunion. On sent que vraiment elles ont pris là l'énergie pour la semaine, et ça aussi c'est au cœur de notre accompagnement. Donc une fois formées, ces femmes, elles reçoivent des moyens économiques pour monter leur structure. Elles sont également accompagnées dans le temps. Oui, et il y a autre chose aussi qu'on fait depuis 5 ans, c'est qu'à force de les côtoyer dans ces groupes et chez elles, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort facteur de précarisation, c'était le manque d'accès à l'énergie. Parce que quand vous n'avez pas accès au réseau électrique, vous utilisez des bougies, des
des lentilles grida, ça c'est un mot créole qui veut dire que c'est un fond de boîte de conserve dans lequel vous mettez du kérosène et une grosse mèche. Ça n'éclaire rien du tout, ça fume beaucoup et parfois ça se renverse et ça peut incendier tout un bidonville. Vous pouvez aussi utiliser comme plan B pour vous éclairer un branchement pirate sur le seul chanceux du quartier qui a un compteur. Et là aussi, c'est très dangereux, c'est très coûteux parce que ce chanceux va vous le refacturer 25 à 50% plus cher que le prix du courant. Et puis ça aussi, ça prend feu. Les agents du réseau gouvernemental viennent couper les fils donc régulièrement, donc il faut tout rebrancher, ça coûte très cher. Bref, ces solutions d'éclairage ne sont pas du tout profitables pour les familles les plus pauvres. Et puis pour cuire leurs aliments, c'est pareil, il n'y a pas de gaz, du coup, pas de réseau de gaz gouvernemental, du coup ils utilisent des réchauds rudimentaires qui consomment énormément de charbon, qui dégagent des fumées nocives. Il y a 4 millions de morts par an dû à la pollution de l'air intérieur. On se rend pas compte, c'est autant que le palu et le sida réunis. Et c'est pas une fatalité, il y a des moyens pour surmonter ça. Et donc nous, on facilite l'accès à des kits solaires pour s'éclairer et des réchauds améliorés ou des réchauds à gaz. Quand vous dites vous facilitez l'accès, comment ça marche? Alors, on identifie avec eux leurs besoins, on sélectionne des produits, on va les tester avec les bénéficiaires et ensemble, on choisit une gamme assez courte qu'on va lancer. Alors, les réchauds, ils sont souvent construits sur place et on va mettre en place une micro-franchise énergie. Donc, c'est comme les réseaux de lunettes ici, par exemple. Donc, on crée une marque qu'on a choisie avec les bénéficiaires. On va mettre en place des formations pour des vendeurs. Ces vendeurs qui sont issus du quartier, qui vont, en devenant vendeurs avec nous, être un peu des référents sociaux dans le quartier. Ils se mettent à vendre des produits utiles, ils sont reconnus pour ça. On les forme, on les aide à s'installer. On fait des animations autour d'eux pour que tous les gens dans leur quartier sachent que près de chez eux, c'est possible d'acquérir un kit d'éclairage ou un réchaud amélioré qui consomme 25 à 40% de moins de bois. Et comme ça, on facilite, et on fait des crédits énergie aussi. Et avec toute cette structure très, très rigoureuse, très efficace, on développe rapidement l'accès à l'énergie pour les familles les plus pauvres et ça a un impact considérable et rapide sur la santé, sur le budget des plus pauvres et sur l'environnement. Est-ce que c'est gratuit? Non, aucune de nos actions n'est gratuite. On n'est pas du tout dans une démarche d'assistanat. On est dans une démarche de mise en selle. Et donc les gens achètent les produits qui sont disponibles chez nos revendeurs, mais ils les achètent avec un microcrédit. Et en fait, au bout de 4-5 mois, ils ont rentabilisé leur équipement. Et ils sont avec des équipements modernes, économiques, qui leur font plus tousser, qui les fatiguent beaucoup moins. Le temps de cuisson, par exemple, pour un réchaud est bien moins long. Ils n'ont plus besoin d'aller ramasser du bois à Pétaouchnok pendant des heures. Voilà, c'est une action simple. En fait, entrepreneurs du monde, on est des gars de terrain, très pragmatiques et avec une rigoureuse gestion. Vous parlez de microcrédit, vous parlez de gestion. On imagine quand même que c'est les populations les plus vulnérables que vous touchez. C'est pas évident non plus d'accéder au crédit. Quelles sont les conditions généralement pour accéder à vos crédits? C'est une question intéressante, merci de me la poser. Alors effectivement, nous, on n'a pas de conditions. Et c'est un peu la différence avec les autres. On demande aucune garantie, aucune caution. Il faut bien savoir que si on veut toucher les plus pauvres, notamment ceux qui n'ont même pas de papier d'identité, il ne faut pas demander de caution ni de garantie. Donc on ne le fait pas. Par contre, l'accompagnement qu'on fait, ces rencontres toutes les quinzaines, fait en sorte que on les connaît, ils se savent connus et reconnus, et donc ça garantit un très bon taux de remboursement. On perd pas le fonds de crédit qu'on nous confie. On a 98% de taux de remboursement. Dans ces populations, à ce que je comprends, vous les formez à la gestion. Oui. Vous accompagnez. Elles deviennent autonomes au bout de combien de temps? Et on les forme à la gestion. Et en fait, on est là aussi quand le périple, ça peut arriver qu'ils aient un pépin de vie supplémentaire, un décès, une maladie, qu'ils aient besoin d'un renfort. Et on a dans chaque agence un travailleur social qui va à ce moment-là les écouter, identifier leurs problèmes et les référer vers un organisme partenaire dans le quartier qui va les aider à résoudre cette difficulté passagère qui pourrait être très dangereuse parce que sans notre accompagnement, elles pourraient puiser dans le capital et donc mettre à mal les progrès qu'elles ont déjà réalisés.
Alors, on essaie de développer une micro-assurance santé. Pour l'instant, c'est encore à l'état de test dans 2 ou 3 pays. Je reviendrai vous en parler quand on sera meilleur là-dessus. Bien. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. I'm sorry for all what I did. She gave me love and strength to where no one can give. Yeah. Before she goes to sleep, she made sure her children got enough to eat. A holy man will never forget what you did to me. Find a mom like you. Oh mama, yes, a mom like you. Yaga yaga yo oh oh oh, say yeah. She treated any kid the same as a kid. She preaches love your neighbor as you love yourself every day. Mama, you're my angel above, guiding night and day. Oh, you pick me them. Mama, I remember you and Pa. Together you're my heroes. What me do here today is because of you. You made me who I'm today. Oh mama, I miss you so bad. If you hear me cry, yeah. If you hear me breathing, if you hear me cry, yeah. Oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Oh mama, yes, a mom like you. Oh no, mama, you're my heart. You gave me life. You're everything I love to sing. You're always there, guiding my night. I will never forget all the things you did for me. Oh yes, you're my queen, mama. You gave me food to eat, a cloth to wear, and I heal my sick. Now you're gone, mommy. You still living on me. Oh mama, I miss you so. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Bien, nous rentrons dans pratiquement les 5 dernières minutes de ce magazine. Nous recevons ce matin Armel Renaudin, responsable de communication de l'ONG Entrepreneurs du Monde. Elle nous a présenté cette structure pendant cette émission. Le temps que nous est parti arrive inexorablement vers la fin. Vous avez parlé des microfinances, vous parlez du soutien, de l'aide que vous accompagnez donc en fait ces populations les plus démunies dans le monde. On a envie de vous dire, aujourd'hui vous êtes suffisamment, votre trésorerie assez forte pour tenir tout le temps? Alors, c'est le bras armé de la guerre, c'est sûr. On est appuyé par des particuliers. Alors, on est appuyé d'abord par l'Agence française de développement, qui est l'organe de coopération du gouvernement français, par des fondations et des entreprises, et par d'autres associations aussi. Mais on est aussi appuyé par un grand nombre de particuliers qui nous aident par des dons particuliers, des dons ponctuels ou par des prélèvements automatiques de 10, 20, 30 euros. Et ça, vraiment, c'est un soutien financier et moral parce que on est encore une petite ONG et on a des contacts réguliers et personnalisés avec tous ces donateurs. C'est une grande famille. Et si vous voulez rejoindre cette famille, j'en serais très heureuse. Vous pouvez faire un don sur www.entrepreneurdumonde.org. Merci d'avance de votre soutien. Il est capital, il est essentiel, il a un impact rapide, considérable. Et il est déductible des impôts, bien sûr, à 66%. Profitez-en.
Du monde attendu ce samedi donc sur les routes de la région. Bison Futé classe la journée de ce samedi orange sur les routes de la région alors que ce week-end marque la fin des vacances scolaires d'hiver pour la zone C et le début de la deuxième semaine pour la zone B. Il sera donc conseillé d'éviter de circuler entre Paris et Lyon de 10h à 12h et sur l'A43 entre 10h et 18h aussi bien dans le sens des départs que dans le sens des retours. On dans un titre, la Foire de Lyon présente son programme 2018 comme à chaque édition dont une exposition sera aussi présentée cette année sous le thème de Londres. Une exposition où il sera donc possible de retrouver la Tour de Londres, le Palais de Buckingham ou encore le Swinging London. Malgré l'envie d'innover, Foire de Lyon observe des problèmes de fréquentation. L'an dernier, seulement 197 000 personnes s'étaient rendues à Eurexpo, soit une baisse de 7% par rapport à 2016. Armel Renaudin, que retenir donc de Entrepreneurs du Monde pour ceux qui sont à nous à ce moment? Mais qu'est-ce que vous en retenez, vous? Je sais que vous venez vraiment, vous semblez venir en aide à des personnes, on va dire, les plus en difficulté, dans les zones du monde les plus reculées, et que cette aide consiste donc à une formation, d'abord une identification, puis la formation et à l'octroi d'un microcrédit sans véritable garantie, le tout étant que ces personnes deviennent elles-mêmes autonomes dans leur vie. Vous parliez du volet énergie qui, éventuellement, si on a la possibilité, on pourra revenir dessus dans une prochaine émission. C'est ce que j'en ai retenu. C'est parfait, merci de votre attention. Je pense que les auditeurs auront aussi bien compris avec cette belle synthèse. Merci beaucoup, Juvénal. Merci à vous d'être venu. Le but pour nous, c'est effectivement de mettre en vue des initiatives comme la vôtre à Lyon. Et donc, une fois de plus, merci à vous de nous avoir écoutés. Armel Renaudin et Entrepreneurs du Monde, bon vent. Merci beaucoup, merci aux auditeurs et j'espère vous voir nombreux jeudi à 20h30 à l'église Sainte-Élisabeth, 89 rue et non dans le 4e. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.